Europe 1, au cœur de l'histoire. Et Franck Ferrand nous emmène à Belle-Île cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous. Belle-Île est la bien nommée. Certains de ces paysages comptent sans doute parmi les plus beaux de France. C'est un endroit où l'on va toujours avec un grand plaisir et vous pouvez compter sur notre invité belle-îlois d'adoption. Vous pouvez compter sur Olivier Josse pour nous prouver à partir de 15h que c'est la destination rêvée de vos prochaines vacances. Bon, ce n'est pas le plus bel épisode de l'histoire belle-îloise que vous avez choisi de nous raconter, Franck. Non, je vous l'accorde, Carole, mais l'histoire n'est pas faite seulement de belles choses, loin de là. À propos de Belle-Île, on pourrait parler de Vauban, de Fouquet, bien sûr de Sarah Bernard, et nous ne nous empêcherons pas de le faire tout à l'heure, mais pour le moment, j'aimerais vous parler en compagnie de l'historien Michel Pierre de la colonie pénitentiaire, ou si vous préférez, du bagne d'enfants de Belle-Île. Et pour nous faire donc connaître les bagnes d'enfants, vous allez évoquer dans votre récit l'un des plus célèbres mineurs emprisonnés du XXe siècle, le futur écrivain Jean Genet. Oui, Jean Genet qui a été de 16 à 19 ans colon à Mettray. Mettray, c'est pas loin de Tours, en Val-de-Loire, une colonie pénitentiaire pour adolescents dont il a laissé d'impressionnants témoignages. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. L'image qui colle à la peau de Jean Genet est celle du mauvais garçon, voleur, vagabond, marginal, amoral, amant de tous les criminels. Une image évidemment qui est devenue tellement célèbre, emblématique. Il a été, c'est vrai, pendant toute sa jeunesse, un mauvais garçon. À l'âge de 16 ans, Jean Genet a passé 30 mois interné dans un bagne pour enfants, la colonie pénitentiaire donc de Mettray près de Tours. Dans cet univers tellement violent, où règne une discipline militaire et où les faibles sont écrasés, le futur écrivain va découvrir des espèces de trésors, des trésors bien à lui. Il va y connaître ses premiers émois amoureux et découvrir la beauté de l'intériorité, si je puis dire, et à terme, pourquoi pas de la littérature. Genet a raconté cet épisode du bagne, cet épisode tellement fondateur dans sa vie, dans un livre, un chef-d'œuvre, Le miracle de la rose. Ce que Jean Genet a vécu dans la colonie agricole de Mettray, personne ne le sait, nous dit Paul-Louis Astro dans Jean Genet à 20 ans. Il n'est pas certain que lui-même en ait conservé un souvenir juste. D'aucun autre moment de sa vie, dans ses entretiens, dans ses livres, dans ses projets cinématographiques, il n'aura pourtant autant parlé. Jean Genet naquit le 19 décembre 1910 à l'hôpital Tarnier de l'Assistance publique dans le 6e arrondissement de Paris, nous dit Lydie Datas, qui a bien connu Jean Genet et a écrit La chaste vie de Jean Genet. Ce jour-là, nous dit-elle, en 1910 donc, il neigeait, la méchanceté des hommes semblait résorbée par une épaisse couche de beauté. Eh bien, tout juste né d'un père inconnu, Genet est abandonné par sa mère à l'âge de 7 mois à l'assistance publique. Il est placé dans une famille de menuisiers à la campagne. À l'école, il est membre de la chorale. Il est reçu premier au certificat d'études. On se dit qu'il va s'en sortir d'une certaine manière. Mais c'est à cette même période qu'il va commettre son premier délit. Alors vous vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Mais vous allez voir, à 10 ans, il est surpris en train de voler. Je cite de nouveau Lydie Datas. Il suffisait aux enfants bien nés de tendre la main pour qu'un fruit y apparaisse, quand lui devait demander la permission, dit-elle. En se servant comme eux, sans autorisation, il avait le sentiment de devenir leur égal. C'était voler pour être honnête et mériter le paradis. Sa menotte était encore religieusement enfoncée dans le bocal de confiserie lorsqu'une voix terrifiante tomba du ciel. « Tu es un voleur !» Et puisqu'on voyait en lui un voleur, eh bien il décida, nous dit-elle, d'en être un en vérité. Cet épisode traumatisant va effectivement fonder d'une certaine manière sa vie. C'est ce que Sartre, vous savez, explique dans son Saint-Genet, comédien et martyr. Stigmatisé par cette accusation de vol, nous dit-il, c'est à ce moment précis que le petit Jean décide, je cite Jean-Paul Sartre, de devenir ce que les autres l'accusent d'être, un voleur. Toute sa vie ne sera désormais que la répétition de l'horreur qu'il ressentit devant le mot scandaleux de voleur, dit encore Sartre. Son enfance
et son adolescence va être une sorte de fugue interminable, une longue suite de fugues plutôt. À 14 ans, il a acquis un diplôme d'études primaires, donc Jean peut quitter son village d'adoption, il est placé en apprentissage dans une école de typographie dans la banlieue parisienne, et au bout de 15 jours, ça y est, il se fait déjà la malle. Le 10 novembre 24, on retrouve sa trace à Nice. On le ramène à l'hospice des enfants assistés de Paris, là il est placé en observation et le psychiatre qui est là pour l'examiner va noter, je cite, « Le jeune Genet Jean, âgé de 15 ans, présente un certain degré de débilité et d'instabilité mentale qui nécessite une surveillance spéciale. Avant de prendre une mesure aussi importante que l'internement dans un asile spécial, j'estime qu'on doit essayer au préalable de confier ce garçon à un patronage comme celui de la rue de Vaugirard. » On est là en novembre 1925. Eh bien, Jean Genet va être placé dans ce patronage de la rue de Vaugirard. Évidemment, tout à l'heure, avec Michel Pierre, nous verrons les différents étages, si je puis dire, de tout le système de correction de cette époque. Jean Genet va pas rester longtemps dans son patronage. Il s'enfuit dès le 8 février 26 et 2 jours plus tard, évidemment, il est rattrapé. À Marseille, vous avez remarqué qu'il a une forte tendance à descendre comme ça vers le sud, systématiquement. Il est donc ramené à Paris, nouvelle fugue, cette fois c'est la prison. Celui qui est habitué à une vie d'errance, de vagabondage, se retrouve enfermé pendant 3 mois à la prison de la Petite Roquette. C'est une prison pour mineurs. Jean a 15 ans à l'époque. Alors il va être libéré, placé comme valet de ferme à Abbeville, dans la Somme donc. Et l'on se dit, mais est-ce qu'il va de nouveau fuguer ? Oh bah bien entendu, bien sûr qu'il fugue encore. Et au bout d'un mois, on rattrape le garnement dans un train pour Meaux. Il n'avait pas de billet, bien entendu. Ça, c'est la fugue de trop. La sentence maintenant est à la mesure du nombre de ce que l'on considère comme des récidives. Le tribunal pour enfants de Meaux décide le 25 août 1926 de l'envoyer donc en maison de correction dans cette colonie pénitentiaire de Mettray et il est prévu qu'il y restera jusqu'à sa majorité. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Jean Genet, le futur génie littéraire. Mais alors pour l'instant, il est habitué à une vie de mendiant, de voleur et de vagabond. Il est arrêté à Meaux en 1926 à 15 ans. Il est envoyé donc en maison de correction à Mettray. Alors question pour vous, Franck. Depuis quand elle existe cette colonie pénitentiaire de Mettray et quel est son objectif ? Depuis longtemps, elle existe. Elle a été fondée plus de 100 ans plus tôt, enfin près de 100 ans plus tôt, en 1839. D'ailleurs, elle a été fondée par des entrepreneurs privés. C'est une institution de redressement pour enfants délinquants qui est donc non seulement ancienne, mais très connue à cette époque. Son objectif, c'est de rééduquer les mineurs par le travail agricole et par la même occasion d'éloigner les fauteurs de troubles à la campagne. On les met le plus loin possible des centres-villes où ils sont considérés responsables de l'insécurité ambiante. La devise de Mettray est la suivante: améliorer l'homme par la terre et la terre par l'homme. Autrement dit, remettre une jeunesse perdue dans le droit chemin en la faisant travailler au champ. Je reprends le fil de ce que nous racontait Lydie Datas, qui connaissait si bien Jean Genet et qui nous permet de peut-être mieux saisir le parcours de cet enfant difficile. Le 2 septembre 1926, nous dit-elle, menotté, escorté d'un tourbillon de feuilles mortes, Jean Genet arriva au pénitencier de Mettray. L'enfant fut accueilli au chant du clairon. Cette musique cuivrée avait la virtuosité du chagrin. Elle mit son arme à genoux. Les petits fugueurs étaient littéralement broyés, leur âme ferrée par un matricule, nous dit-elle. On les appelait les enfants vicieux. C'était la terminologie de cette époque. Quand Genet arrive donc à Mettray en septembre 26, l'image du centre pénitentiaire s'est largement dégradée par rapport à ce qu'elle avait pu être dans les décennies précédentes. Pourtant, en arrivant, l'adolescent découvre une sorte de cité idéale, nous dit-il, et il la qualifiera même, vous le savez, de paradis floral, saturé d'une odeur de rose et de glycine qui flotte dans l'air champêtre. La colonie bucolique est parsemée de toutes sortes de petits pavillons où logent les enfants bagnards. Sont des maisons qui sont censées ressembler à des chalets suisses. Chaque maison familiale, parce que c'est le nom qu'elle porte, accueille une trentaine d'enfants qui vivent sous la surveillance de l'un d'entre eux, le chef de famille. Ils dorment dans des hamacs et Jean est affecté à la famille B. Alors, il n'y a pas de barreaux aux fenêtres ou de verrous aux portes.
On n'est pas tout à fait dans une prison, mais ce qui est certain, c'est que s'évader de Maitret est extrêmement difficile en vérité, parce que s'il n'y a pas de barrière visible, s'enfuir de ce palais de l'humiliation était impossible, nous dit Lydie Datas. Les fermiers des environs avaient le droit de tirer à vue sur les fugueurs, une prime de 5 francs était accordée à chaque capture, et il n'était pas rare qu'un gosse soit abattu en pleine course dans un sillon. Jean ne veut pas de toute façon s'évader, il va devoir maintenant se confronter à la discipline militaire de cette colonie pénitentiaire. Tous les matins, la journée commence à 5 heures, on travaille d'arrache-pied au champ ou à l'atelier, c'est le principe, c'est une forme de rééducation par le travail. Le dimanche, les enfants revêtent un uniforme spécial qui est réservé à la messe et aux démonstrations militaires, et l'on prie constamment 8 fois par jour, puisque la prière fait partie du dressage éducatif. En vérité, pour l'adolescent, la véritable rédemption, c'est pas la prière, c'est l'imagination. Je cite Jean Genet dans son célèbre Miracle de la Rose. Le désespoir vous fait sortir de vous-même, je pèse mes mots, écrit-il. Le mien est si profond que, pour vivre, continuer à vivre étant la grande affaire, mon imagination d'abord, la première, m'organisa un refuge dans ma chute même et me créa une vie très belle. L'imagination allant vite, cela se fit rapidement. Elle m'entoura d'une foule d'aventures destinées peut-être à adoucir ma rencontre avec le fond de ce précipice, car je croyais qu'il y avait un fond. Mais le désespoir n'en a pas, et au fur et à mesure que je tombais, la vitesse de chute accélérait mon activité cérébrale, mon imagination inlassable tissait. Enfin, emporté, exalté par la violence, il me parut à plusieurs reprises qu'elle n'était plus l'imagination, mais une autre faculté plus haute, une faculté salvatrice. Toutes les aventures, inventées et splendides, de plus en plus prenaient une sorte de consistance en ce monde physique. Elles appartenaient au monde de la matière, pas ici toutefois, mais je pressentais qu'elles existaient quelque part. La vérité et la réalité d'un monde extrêmement dur se rappellent constamment à cet enfant ou à cet adolescent sortant de l'enfance. Il y a l'organisation qu'imposent les adultes. Les enfants de Maitret ont mis en place une sorte d'organisation parallèle à celle-ci. Un système d'ordre informel fondé sur la loi du plus fort et où le pouvoir d'un enfant dépend de son appartenance à l'une de ces 3 catégories. Alors, quelles sont-elles, ces 3 catégories ? Les marles, les vautours, les cloches. Les plus durs, les chefs de bande, ce sont les marles. Ce sont eux qui choisissent eux-mêmes leurs esclaves, si je puis dire, leurs vautours, qu'ils protègent, qui sont en quelque sorte un peu leurs domestiques et accessoirement leurs esclaves sexuels. Quant aux autres, ceux qu'on appelle les cloches, ceux qui ne sont ni marles ni vautours, trop faibles, ils ne sont protégés par personne et alors eux sont entièrement exposés à la violence. Heureusement pour Jean, dès son arrivée, un marle surnommé Villeroy va le prendre sous son aile. Jean a un physique assez attirant, qui en tout cas plaît dans une colonie comme celle-là. Il est assez élancé, il est un peu féminin. Et Villeroy va tenter de le former. On voudrait essayer d'en faire un dur pour éviter qu'il ne se fasse insulter, etc. Jean va forcer sa nature. C'est Louis-Paul Astro qui nous le raconte. Il s'interdit de rire, car son rire, en raison des aigus dans lesquels il montrait, des gestes inconsidérés féminins maniérés, le trahirait à coup sûr. Mais un jour qu'il s'oublie, son rire s'élève si haut que le regard de tous les colons se braque sur lui. La crainte d'être découverte est si forte qu'il est pris de tremblements, de sueur, et au prix d'un violent effort, il reprend le contrôle de lui-même, transforme son rire en fureur et se jette sur le garçon qui vient de blaguer. Mieux vaut passer pour un fou que pour une folle. 1 an, 2 mois après son arrivée, Jean va tenter un pari risqué. Lui qui avait jusqu'ici l'habitude de fuguer, de s'enfuir de partout, eh bien, il va tenter de s'évader. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe 1, Au cœur de l'histoire. Jean Genet, le futur écrivain, a été envoyé en maison de correction à Maitret. Et Franck, vous nous racontiez qu'il s'évade de la colonie pénitentiaire. Oui, alors on est le samedi 3 décembre. Il va effectivement quitter discrètement la colonie pénitentiaire ce 3 décembre 1927. À pied, il prend la direction de Paris.
Il se demande évidemment si on va le reconnaître. Il a ses habits de bagnard, et c'est très difficile de passer inaperçu. On est en décembre, la nuit les températures passent volontiers au-dessous de 0 et Jean va essayer de voler une couverture à l'arrière d'une voiture pour essayer de se tenir un peu chaud. Il va dormir à la belle étoile. Seulement, ça ne peut pas aller bien loin, cette histoire. Vous aurez compris qu'il n'a rien pour s'évader. Et 2 jours après, à mi-chemin entre Blois et Orléans, les gendarmes le repèrent, le poursuivent, l'arrêtent, le menottent et le ramènent au centre. Et alors là, c'est la punition, la cellule d'isolement. Dès lors, à défaut de pouvoir s'évader réellement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il va s'évader dans l'imaginaire, il va s'évader dans ces espèces de constructions fantasmagoriques de plus en plus invraisemblables qu'il va fabriquer pour essayer de s'évader par la pensée. Avec ses compagnons, il s'invente toutes sortes d'aventures, de voyages fantastiques qui durent parfois des jours et des semaines. Ce sont comme des feuilletons que se fabriquent eux-mêmes ces jeunes gens. Et au milieu de la cour principale, il y a les vestiges d'une espèce de grand bateau qui était là pour l'entraînement des jeunes colons qui se préparaient à la marine. Eh bien, avec ses amis, Jean s'imagine une vie de mousse, de galère, en révolte. Le bateau peut devenir un bateau pirate, une baleinière, tout ça sur des mers démontées qu'il s'imagine tout simplement pour s'enfuir d'une autre manière, si vous voulez. Malgré la dureté des conditions de vie à Maitret, Genet a toujours parlé de tout ça comme d'une période heureuse. C'est le fameux paradoxe Genet. Malgré les punitions, écrira-t-il, malgré les injures, malgré le travail, malgré tout ça, j'étais heureux. Pourquoi ? Bien, probablement parce que c'est dans ce lieu qu'il a vécu des émotions très fortes. Vous savez que ce sera toute la philosophie de Jean Genet, essayer d'apprivoiser les émotions et de les vivre au plus fort possible. C'est dans ce lieu qu'il fait ses premières expériences amoureuses, je vous l'ai dit, mais aussi artistiques, littéraires. C'est là qu'il vit le séisme de l'adolescence et c'est là que jaillit cette espèce de personnalité artistique tellement impossible à caser qui va 30 ans plus tard éblouir une partie de la population. Les psychiatres avaient eu raison de voir en Genet un enfant anormal, nous dit Lydie Datas. Sur les milliers d'enfants assistés en France, lui seul deviendra poète. C'est là en tout cas que le jeune Jean se découvre cette passion pour les mots, pour leur assemblage, pour la littérature. Si écrire veut dire éprouver des émotions et des sentiments si forts que toute votre vie sera dessinée par eux, alors oui, c'est à Maitret et à 15 ans que j'ai commencé à écrire, dira-t-il. Il dévore tout ce qu'il peut trouver, c'est-à-dire pas grand-chose, les romans populaires. Il découvre Ronsard aussi. Pour lui, ça, c'est un véritable bouleversement. Il se met en tête d'écrire dans la langue de Ronsard pour être entendu du poète. Ce que j'avais à dire était tel, écrira-t-il, témoignait de tellement de souffrances que je devais utiliser cette langue-là. Selon Lydie Datas, c'est la souffrance de la vie à Maitret qui va faire du jeune Jean Genet ce génie donc qu'il est en passe de devenir. Elle le nourrit d'une certaine manière, cette souffrance. Elle va nourrir par la suite ses écrits. Mon séjour à Maitret me paraît avoir été une longue noce coupée de drames sanglants où j'ai vu des colons se cogner, faire d'eux des tas de chair saignante, rouge et pâle, dans une fureur sauvage, antique et grecque, écrira-t-il. J'ai vu à Maitret le sang couler de torses d'enfants, j'en ai vu expirer, tuer. C'est en 1946 que paraîtra Le miracle de la rose, ponctué de ces scènes de vie de Maitret. Est-ce qu'il s'agit d'invention et de fantasmagorie ? Est-ce qu'il s'agit de souvenirs transmués ? Un peu tout ça, probablement. Le narrateur raconte, par exemple, le calvaire qu'a vécu un de ses camarades qu'il nomme Winter. Beau et désiré, Winter est violé par une dizaine de marles en groupe. Le garçon aurait alors choisi de se couper les cils pour s'enlaidir, pour devenir cloche, justement, pour changer complètement de catégorie. Jean s'éprend, bien entendu, d'un jeune garçon qui s'appelle Divers, et qu'il décrit comme, je cite, le garçon le plus beau de la colonie qui contenait une centaine d'adolescents splendides. En tout cas, c'est l'image qu'il en a gardée. Avec lui, Genet semble vivre une expérience quasi mystique, comme une sorte d'ardeur extatique. Et lorsqu'enfin il fête ses 18 ans, il peut quitter le bagne de Maitret, on est donc là en 1929. Le jeune Genet est majeur désormais, il va pouvoir découvrir le monde. Et il découvre, en sortant,
qu'un certain nombre d'événements se sont produits dont on n'a pas pris le soin de le tenir au courant. Évidemment, il apprend que Lindbergh a traversé l'Atlantique en avion. Il est stupéfait non pas par la technique, mais par le fait qu'il n'y ait pas eu moyen pendant les 2 ans où il était à Mettray d'entendre ne serait-ce que parler d'un tel événement. Genet va enfin pouvoir retrouver sa vie d'errance, de voyage, de vagabondage. Il part pour l'Italie, on le verra en Albanie, en Yougoslavie, en Autriche, jusqu'en septembre 1937. Ce jour-là, à Paris, Jean Genet est arrêté en flagrant délit de vol. Et voilà, ça recommence, retour à la case prison. C'est à cette époque qu'il écrit son célèbre journal du voleur. « Je me suis voulu traître, voleur, pillard, délateur, haineux, destructeur, méprisant, lâche, dit-il. À coups de hache et de cris, je coupais les cordes qui me retenaient au monde de l'habituelle morale. Parfois, j'en défaisais méthodiquement les nœuds. Monstrueusement, je m'éloignais de vous, de votre monde, de vos villes, de vos institutions. Après avoir connu votre interdiction de séjour, vos prisons, votre banc Béhaen, j'ai découvert des régions plus désertes où mon orgueil se sentait plus à l'aise. » Bonjour Michel Pierre, merci beaucoup d'être avec nous, avec tout ce que vous savez des bagnes. Nous allons bien sûr parler de ces colonies pénitentiaires, des bagnes d'enfants, mais d'une façon plus générale, de tout le système répressif de cette France du 19e et du 20e siècle. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Jusqu'à 15h, c'est le bagne des enfants que vous nous racontez, Franck. L'enfant bagnard Jean Genet est à l'honneur et vous êtes accompagné de l'historien Michel Pierre pour en parler. C'est Colette qui nous disait, Michel Pierre, que Monaco était la seule principauté dont les frontières étaient des fleurs. Eh bien, dans un autre registre, on peut dire de Mettray que c'est le seul bagne dont les barbelés étaient des fleurs. Il n'y avait pas de murs, mais des plates-bandes à Mettray. C'était le cas dans beaucoup de colonies agricoles et pénitentiaires pour enfants où le principe était plutôt d'être séparé par la nature, sachant très bien, comme vous l'aviez justement souligné, que les habitants du voisinage, les paysans, ramèneraient toujours des enfants qui avaient un uniforme spécifique et dont parfois même on adaptait le physique. Par exemple, il y avait des enfants évadés, on rasait la moitié du crâne. Et ce qui fait que quand ils se réévadaient, ils étaient bien évidemment reconnus. Ce qui me fait penser, dans ce que vous dites sur Genèse, ce sont les 3 principes des créateurs de Mettray, justement, en 1839. Et ces 3 principes, c'était pour base le sentiment religieux, pour lien, l'esprit de famille, et pour ordre, la discipline militaire. Et on voit très bien, ce que vous avez décrit de Jean Genet le montre bien, ce sentiment religieux. On sait combien c'est un univers qui l'avait fasciné. L'esprit de famille, il le retrouve dans cette organisation familiale qui permet le caïda, la domination des uns, la soumission des autres, et la discipline militaire qui va en quelque sorte intégrer au point de partir ensuite pour la Légion étrangère quand il va devenir adulte. C'est dans les années 1830 qu'on se met à avoir ce genre de programme de rééducation en quelque sorte. D'abord, l'Occident s'est toujours posé la question de l'enfant. C'est Kant qui disait « l'enfant arrive au monde à l'état sauvage ». Et déjà, Platon parlait de la bête rusée. C'est pas contrôlable un enfant. Déjà, quand il est honnête, mais alors quand il devient malhonnête, c'est un vrai problème de société. Là, on voit qu'en fait, il y a beaucoup de ces enfants qui sont des enfants de l'assistance publique, qui n'ont pas eu effectivement l'encadrement familial, qui ont tendance à chaparder plutôt qu'à voler véritablement. Comment expliquer qu'on les punisse avec une telle sévérité, qu'on les envoie dans ces espèces de... Mais parce que dès le 19e siècle, ou dès le code de 1791, ou a fortiori celui de 1810, l'enfant est une menace. Il y a pire que le pauvre, c'est l'enfant pauvre. Parce que là, il peut devenir délinquant, donc il faut le gérer en tant que vagabond, en tant que petit voleur. Et alors, on ne le met pas en prison. La prison est quand même réservée aux adultes, même si toute une période de temps, on a mêlé les mineurs et les adultes. Et on va peu à peu créer des structures pour tenter de les régénérer par le travail, par l'Église. Par exemple, toutes ces structures pénitentiaires pour enfants vont être privées, en quelque sorte, très longtemps. Là, on voit qu'à Mettray, ce sont des entrepreneurs privés qui ont créé la colonie. Pendant tout le 19e, c'est pour partie privée, confiée, y compris à des ordres religieux. Alors, il y a le côté directement confié à des congrégations religieuses, l'aspect privé, mais quand vous êtes dans une colonie privée, c'est le cas de Mettray, par exemple, le comité de surveillance. Je regardais de quoi était composé le comité de surveillance. Il y avait un délégué du préfet,
un ecclésiastique dirigé par l'évêque. D'où les 8 prières par jour. D'où les 8 prières par jour. 2 délégués du Conseil général et aussi un magistrat du tribunal civil. On se rend bien compte, en quelque sorte, là, que la justice est la fille aînée de la lutte des classes. Vraiment, c'est très clair. Donc, ces colonies sont gérées par la bourgeoisie, par les défenseurs de la propriété, directement menacés par ces enfants. Vous venez d'employer le mot central, c'est le mot bourgeoisie. Que se passait-il à l'époque où la bourgeoisie n'était pas encore au pouvoir, c'est-à-dire avant 1789, avant la Révolution française? Là, on est en général sur des choses parfois beaucoup plus radicales, c'est-à-dire l'enfant, on a un certain nombre de témoignages sous l'Ancien Régime, où on n'hésitait pas à rouer vif, à pendre, etc., des enfants de 13 ans ou de 14 ans. Il faut dire justice expéditive. Il y a eu pendant longtemps, jusque sous Louis XVI, le châtiment corporel, en fait, qui normalement était censé servir de peine. Donc, pour un enfant chapardeur, par exemple, il recevait le fouet et ensuite on le renvoyait dans la nature, si je puis dire. Il n'y avait pas d'idée de prison, sauf pour ceux qu'on envoyait aux galères. Mais enfin, on envoyait peu d'enfants aux galères. On n'envoie pas d'enfants aux galères, mais très souvent, c'est une justice relativement expéditive qu'on trouve dans les chroniques. Sinon, les enfants traînent plus ou moins dans les prisons. Il n'y a pas vraiment d'organisation. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que très paradoxalement, c'est bien une sorte de progrès qu'on met en place dans les années 1830-1840 avec ce genre d'institution. On a l'impression en tout cas de faire un progrès, même si pour nous ça paraît d'une barbarie incroyable. Je suis tout à fait d'accord. En fait, quand on regarde sur 2 siècles d'histoire tout ce système pénal, et quand j'entends parfois c'était mieux avant, non, on voit quand même qu'il y a un certain nombre, y compris lorsque Jean Genet est à Mettray, il découvre où il est dans une structure qui n'est pas celle des années 1850 ou des années 1860. Il est du reste à un moment où bientôt Mettray sera supprimé. On voit bien des mouvements d'avancée, de recul. La société, à un moment, est partagée. C'est toujours, on le voit très bien au moment de la Belle Époque, par exemple. On voit une partie de la société qui réclame encore plus de répression contre les jeunes Apaches et d'autres qui vont s'inquiéter de ce qu'on fait subir à des enfants. Ce sont des débats qu'on retrouve encore aujourd'hui sur la délinquance juvénile. Oui, une question philosophique quasiment. C'est une question philosophique. On voit voter, par exemple, la loi de 1912 sur une juridiction des tribunaux pour enfants, des juges pour enfants, ce qui est quand même évidemment un grand progrès, qui sera conforté par l'ordonnance de 1945, où vraiment là on comprend que la délinquance juvénile est un problème spécifique et on ne peut pas appliquer à des enfants ou à des mineurs la même philosophie que celle qu'on va appliquer à des condamnés aux travaux forcés qui vont partir pour la Guyane, par exemple. Oui, bien entendu. Il n'y a pas que des jeunes garçons dans ces bagnes, il y a aussi des jeunes filles, environ combien disons 10%. Simplifions de 10 000 enfants dans les colonies, privées ou publiques, parce qu'à un moment, avec la naissance de la Troisième République, les colonies privées vont disparaître et c'est l'État qui va s'en occuper. Mais vis-à-vis des jeunes filles, on est encore plus démunis que vis-à-vis des garçons et on les confie là à des congrégations religieuses. On va reparler de tout ça dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. L'écrivain Jean Genet est au cœur de l'histoire cet après-midi. Franck, vous êtes en compagnie de l'historien Michel Pierre pour évoquer le bagne de ces enfants dont Jean Genet faisait partie et nous avons reçu des messages. Oui, beaucoup de messages. Il y a eu un film sur le bagne des enfants qui s'intitule Les Vauriens, avec entre autres Rufus, nous dit notamment Cécile. Prévert a écrit un poème, La chasse à l'enfant, nous dit cette auditrice, inspiré par l'évasion d'un groupe de gamins qui étaient dans cette colonie. Mais c'est ce que nous avons entendu tout à l'heure. Exactement. Oui. Mon père, nous dit Barbara, a été placé au bagne de Belle-Île-en-Mer à l'âge de 12 ans. Toute sa vie, il a porté ce poids. Merci d'en parler, car ces centres d'éducation, on n'en parle pas ou peu. D'ailleurs, quand vous faites, nous dit-elle, des arbres généalogiques, il n'y a plus trace de leur passage à Belle-Île. Alors, il y avait combien de ces colonies? On a parlé de Mettray, il y avait donc Belle-Île-en-Mer qui datait du milieu du 19e siècle. Oui, c'est ça. Enfin, on a réutilisé, parce que ça arrive très souvent dans l'histoire de la prison, qu'on réutilise ce qui était destiné à autre chose. Par exemple, à Belle-Île, on a des structures qui ont été conçues pour des condamnés après 1848, pour les communards, etc., et qu'on a réutilisées pour les enfants à partir des années fin des années 70, année 1880. Je signale aussi un autre témoignage qu'on oublie parfois. Alors, c'est pas du tout l'écriture de Jean Genet, mais c'est intéressant. C'est Auguste Le Breton, avec un texte qui s'appelle Les Hauts Murs, qui a donné naissance aussi à un film. Dans un genre beaucoup plus réaliste que Genet, très différent. Hein. Il n'en a pas gardé la même dimension poétique. Pas du tout. Le bagne on dit bagne, c'est évidemment la colonie pénitentiaire, pour être plus exact, de Belle-Île était tournée vers la mer, et non plus là vers les métiers agricoles. Oui,
Oui, on a 3 grandes structures. On a Mettray dans les professions liées à l'agriculture. Il y a aussi la colonie industrielle d'Aniane, près de Montpellier, et Belle-Île, plutôt vers les métiers de la mer. Et quand vous évoquiez tout à l'heure à Mettray ces structures où il y avait 3 mâts comme ça à 250 km de l'océan avec des haubans, où on entraînait des jeunes enfants à partir ensuite vers la marine. En fait, la dureté des métiers de marin apparaissait de manière un peu inconsciente dans l'opinion comme, en quelque sorte, le lien entre ces enfants qui avaient voulu échapper à un certain nombre de choses et qui étaient gérés par l'indiscipline. Eh bien, leur vie adulte, ce qui les attendait, c'est la discipline sur les bateaux. Et pour Belle-Île-en-Mer, on a aussi quelque chose qui est lié au développement de l'industrie des conserveries de sardines en Bretagne. Et donc, une partie de ces enfants était destinée soit à devenir marin-pêcheur, soit en structure. On voit qu'il y a un atelier pour fabriquer des boîtes de sardines dès les années 1890 à Belle-Île. Alors c'est à Belle-Île justement qu'en 1934 survient cette fameuse révolte. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Le 27 août 1934, tous les enfants sont réunis au réfectoire pour le dîner du soir et l'un d'entre eux, au lieu d'attendre vraiment d'avoir la soupe dans l'assiette, commence par grignoter le morceau de fromage qui est à côté de son écuelle en quelque sorte. Il est à ce moment-là agrippé par les gardiens parce qu'il avait enfreint quand même une discipline qui se devait d'être rigoureuse, avec en plus les chaleurs de l'été, etc. Les autres pensionnaires de la colonie de Belle-Île se révoltent devant tant de bêtises, il n'y a pas d'autre mot, et tant d'injustices, et quelques dizaines d'entre eux vont s'échapper. L'administration va lancer la chasse à l'enfant, comme dit Prévert. D'ailleurs, Prévert écrit à cette occasion. Oui, il écrit absolument à cette occasion, il a des témoignages, et une partie des touristes de Belle-Île vont se lancer eux-mêmes, parce que ça rompt peut-être un peu la monotonie des vacances, vont se lancer à la chasse aux enfants avec une prime de 20 francs qui est donnée par l'administration. Alors évidemment, les gendarmes, les gardiens, toute l'île va, et parfois dans des conditions un peu rugueuses, ramener les enfants à la colonie. Mais ça va alerter l'opinion publique. On voit des journalistes qui arrivent, je pense à Roger Vaillant par exemple, qui arrive sur place. Oui, Roger Vaillant est l'un des premiers à arriver. Ça va lancer une vraie campagne de presse dont on n'imagine pas aujourd'hui la force et les conséquences que ça va avoir. Toute la presse, en particulier un grand quotidien qui tirait 1 million d'exemplaires comme Paris Soir, avec un journaliste qui s'appelait Alexis Danan, va lancer une campagne sur ce qu'on appelle donc les bagnes d'enfants, même si l'expression est sans doute un peu excessive. Et puis en 1937, il y a une révolte à Aniane, et Alexis Danan va aussi dénoncer le cas d'un surveillant qui, à Mettray, a été directement responsable de la mort de 2 pensionnaires. Alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette colonie de Belle-Île ? Il reste, je dirais, une mémoire immatérielle. Il reste plus que quelques petits pans de murs de cette époque. On croit parfois que la citadelle qui domine Belle-Île a à voir avec cette colonie, ce qui n'est pas le cas. Non, ça n'a rien à voir. Les bâtiments étaient à l'extérieur. D'autres endroits, à Montesson, par exemple, à côté de Paris, ou à Mettray, une partie des constructions d'origine figure toujours dans le paysage à côté de Tours. Bonjour Olivier Josse. Bonjour, merci de nous rejoindre. Vous êtes responsable de la communication du château, pas de la communication, des relations extérieures du château de Versailles. Et habituellement, nous parlons évidemment de Versailles et de mes sujets, si je puis dire. Et là, vous venez nous parler de Belle-Île aujourd'hui, Belle-Île que vous aimez, j'allais dire plus que tout. Est-ce qu'on en parle aujourd'hui encore de cette colonie pénitentiaire à Belle-Île ? Est-ce que ça fait partie de la mémoire locale ou est-ce qu'on évacue complètement le sujet ? C'est en effet un lieu qui est situé pas très très loin de la citadelle de Belle-Île-en-Mer. Mais c'est un sujet vraiment évacué par les habitants. On en parle vraiment peu là-bas. Et d'une façon plus générale, en dehors de Belle-Île, c'est un sujet dont on ne parle quasiment jamais. Peut-être que si Jean Genet n'avait pas fait des chefs-d'œuvre littéraires, des souvenirs et de la mémoire qu'il avait rapporté de ces moments-là, ça aurait disparu de notre mémoire collective. Ça a disparu aujourd'hui, mais très longtemps, c'est très présent dans le cinéma, par exemple. Vous allez jusqu'à un film ou un roman un peu aujourd'hui oublié, Chien perdu sans collier de Gisbert Cesbron, et le film avec Jean Gabin, et jusqu'aux 400 coups de Truffaut. Truffaut ayant été lui-même en examen, pourrait-on dire, en observation dans l'une de ces structures. Et après, tout cela disparaît. Le meilleur exemple, qui va dans le sens de ce que vous dites, c'est le film Les Choristes. Les Choristes est le remake d'un film qui s'appelle La Cage aux Rossignols, qui est tourné dans une colonie. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Et c'est l'incroyable parcours de l'écrivain Jean Genet qui est évoqué jusqu'à 15h avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité, auteur de l'ouvrage Le temps des bagnes 1748-1953 aux éditions Talendier, Michel Pierre. Oui, alors Jean Genet commence à s'éloigner, et les bagnes d'enfants aussi, puisque nous en parlons des bagnes pour adultes d'une certaine façon. Il y a quelques jours, nous parlions à ce même micro de Thomas More et de son ouvrage L'Utopie. C'est dès cet ouvrage, dans ce texte anglais du début du XVIe siècle, qu'on voit apparaître l'idée d'un travail forcé pour ceux qui se sont rendus coupables de graves délits. Oui, c'est une vraie interrogation du XVIIe et XVIIIe siècle où on se dit que finalement condamner et faire exécuter parfois de vigoureux jeunes gens qui peuvent servir à autre chose, c'est le Voltaire par exemple. C'est du gâchis, quoi. C'est du gâchis. Voltaire écrivait un cadavre ne sert à rien. Donc autant faire partir ces condamnés vers les galères puisque ils vont ramer pour le roi et puis advienne que pourra. Donc on a tout un temps de la condamnation, comme on disait, au fer ou aux galères. Alors ce sont les déserteurs, ce sont des faussonniers, c'est-à-dire ceux qui faisaient la contrebande de sel, c'est toutes les formes possibles de la délinquance, parfois très petites. Les condamnés sont mis à la chaîne et envoyés à pied jusque dans les ports où se trouvent les fameuses galères, d'où les sites majeurs que sont Marseille, Rochefort, Brest. Alors, dans un premier temps, c'est uniquement à Marseille, les galères. Et quand on les supprime sous Louis XV, en 1748, parce qu'on considère que ça coûte trop cher, ça sert à rien, et puis les grands navires supplantent largement ce bâtiment obsolète qui est devenu la galère, on va quand même continuer la peine des travaux forcés. Donc on va remplacer les galères à Marseille par un travail, pas tout à fait le même, mais en quelque sorte semblable, dans des arsenaux à Brest, à Rochefort et à Toulon. On va vider Marseille et s'installer à Toulon. On reste en lien avec la marine, en tout Exactement. On reste en lien avec la marine, avec un petit peu les périphéries du territoire métropolitain. Et ces bagnes portuaires vont durer aussi à peu près un siècle, jusque les années 1850, où là, pour différentes raisons, parce qu'à ce moment-là aussi, on trouve que ça coûte trop cher. On trouve avec l'exode rural qu'il y a suffisamment de possibilités avec du personnel libre qui coûte finalement moins cher que ces bagnards qui ne pensent qu'à une chose, c'est effectivement à faire le moins de travail possible, où on va décider de les exclure du sol métropolitain et ce sera le départ vers la Guyane à partir de 1852. Votre ouvrage s'intitule Le temps des bagnes, avec donc ces deux dates qui, lorsqu'on ne connaît pas cette histoire, paraissent un peu étranges. 1748, vous nous avez expliqué pourquoi, c'est la suppression des galères en tant que telles, et 1953. Pourquoi 1953 ? En 1938, lorsque le Front populaire décide de ne plus pratiquer la transportation des condamnés aux travaux forcés, ça ne s'accompagne quand même pas d'un retour en métropole de ceux qui subissent leur peine depuis déjà des années, voire 10 ou 20 ans en Guyane. Donc, on considère que le bagne va disparaître par extinction en quelque sorte. Simplement, la coupure de la guerre, etc. va faire qu'on va rapatrier à partir de 1946 et jusqu'en 1953 les survivants présents en Guyane qui vont être rapatriés dans le sens du terme. Donc ça fait une histoire de 2 siècles précisément, avec un premier siècle de bagne portuaire et un deuxième siècle de bagne des îles, si je puis dire, enfin de bagne lointain. De bagne lointain. On voit très bien comment l'empire colonial français a été concerné, parce que ces bagnes coloniaux sont placés sous la responsabilité du ministère des colonies, pas du tout du ministère de la Justice ou du ministère de l'Intérieur. Et puis on peut rajouter un troisième éléments que j'essaie de montrer aussi dans cet ouvrage, qui ont été les bagnes militaires. Et là, ce sont les condamnés de la justice militaire qu'on va aussi sortir du territoire métropolitain en les installant en Afrique du Nord, d'abord en Algérie, ensuite au Maroc et en Tunisie, et dont il nous reste cette localité de Tataouine dans notre vocabulaire, qui était l'un des lieux de casernement de l'un des bataillons d'Afrique. Il y en a un très célèbre qui lui est parti pour la Guyane, c'était évidemment le capitaine Dreyfus. Dreyfus, alors effectivement, c'est un cas un peu particulier parce que lui, il n'est pas condamné aux travaux forcés. Il relève d'une peine qu'on appelle de la déportation. Il n'est pas astreint au travail. Il est astreint à demeurer en permanence en enceinte fortifiée, comme il arrivait à une partie des communards qui sont partis en Nouvelle-Calédonie. Et puis plus près de nous, Papillon, bien entendu. Alors lui, c'était un vrai condamné aux travaux forcés. C'est une autre histoire. Alors c'est intéressant, Papillon, parce que lui-même, l'ouvrage qu'a écrit Henri Charrière est une sorte de condensé de beaucoup de souvenirs, certains qui lui étaient propres, mais la plupart qui étaient de ceux de ses camarades enfermés comme lui à Saint-Laurent-du-Maroni. L'expression travaux forcés disparaît à quel moment dans le droit français ? On peut...
Elle disparaît pas véritablement après la suppression du bagne, mais elle n'est plus effective, quoi. On ne casse plus des cailloux. Chose qu'on obligeait parfois, y compris, alors je rebondis sur les colonies pour enfants. On a encore des cas dans les années 20 et dans les années 30 avec des témoignages de journalistes qui montrent des enfants casser des cailloux sans aucune justification. Mais ces enfants, il fallait les épuiser, il fallait les faire Comme on travailler. dirait, les casser, en fait. Il fallait les casser et c'est vrai que leurs conditions de vie, pour revenir au début de l'émission, étaient quand même assez effroyables. Et c'est ce qui a frappé Alexis Danan, dont je parlais. Ce qui le fait s'intéresser aux enfants des colonies agricoles et pénitentiaires, c'est le nombre de bagnards qu'il trouve en Guyane et qui ont d'abord fait en quelque sorte leurs premières armes dans les colonies pénitentiaires pour enfants. Merci beaucoup Michel Pierre pour tous ces éclaircissements. Vous restez avec nous. Nous partons pour Belle-Île, mais une Belle-Île nettement plus souriante maintenant. Votre ouvrage Le Temps des bagnes 1748-1953 est publié chez Talandier. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Europe 1, 14h, 15h30. au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et l'heure est venue de nous balader jusqu'à 15h30 sur Europe 1. Alors avant de vous dire où, moi j'ai une question pour vous Franck. Est-ce que votre Ferrand mobile va sur l'eau ? Oui, il faut espérer qu'elle ne rouille pas, qu'elle est amphibie, ça va être nécessaire aujourd'hui. On va en prendre bien C'est soin. le seul moyen de se rendre à Belle-Île. Ça tombe très bien justement puisque nous voilà partis de Paris à bord de votre Ferrand mobile direction le Morbihan. Vous l'avez dit, nous nous baladons à Belle-Île-en-Mer cet après-midi avec vous Franck et avec votre invité, le directeur des relations extérieures du château de Versailles, mais surtout le passionné de Belle-Île, Olivier Josse. La ferromobile est allée jusqu'à Auray, après elle est descendue vers la presqu'île de Quiberon, jusque-là tout va bien. Et puis, arrivé sur le port de Quiberon, comment fait-on ? Parce que pour aller à Belle-Île, Olivier Josse, il n'y a pas d'autre moyen, il faut prendre une embarcation. Il faut prendre une embarcation, mais il y a un autre moyen, il y a un petit aérodrome au plein cœur de Belle-Île. Mais pour la majorité des visiteurs qui se rendent à Belle-Île, et donc on quitte Quiberon grâce à la compagnie Océane, et on part sur l'eau. Et là, on voit... espérant qu'il fasse à peu près beau, parce qu'il y a des jours où les traversées sont retardées. Enfin, c'est un petit peu aléatoire tout ça, mais c'est ce qui fait le charme, évidemment. Il y a encore une vraie coupure. Nous vivons dans une époque où la quasi-totalité des îles ne sont plus que des presqu'îles. Même lorsque vous allez dans de grandes îles qui sont intrinsèquement insulaires, je pense à l'île de Ré par exemple, bien sûr, maintenant l'île de Ré, que vous le vouliez ou non, c'est une presqu'île. La Belle-Île demeure une île. Et elle a bien l'intention de le rester, je pense. Exactement. Moi, d'ailleurs, je dis toujours que lorsqu'on part en direction de Belle-Île, on laisse toutes ses préoccupations sur le continent et on part vers cette île merveilleuse qu'on va essayer de découvrir ensemble. Alors cette île, il faut dire qu'elle est particulièrement bénie des dieux. Elle a tous les critères de l'insularité, des côtes magnifiques, à l'intérieur une végétation luxuriante, et puis cette chose très particulière, les rias, expliquez-nous ce que c'est que ces espèces de creusements en quelque sorte dans la côte. Alors c'est très intéressant parce que lorsqu'on quitte Quiberon, on aperçoit une côte qui, elle, est une côte très douce, magnifique, tournée vers le continent, très abritée en réalité. Quand on va de l'autre côté, ça change, oui. De l'autre côté, ça change. Oui. Vous avez des grandes falaises très abruptes, balayées par les vents et par les vagues, et donc vous avez là effectivement des anses qui se créent dans le paysage. Et vous avez notamment, par exemple, à Donan, la plage de Donan, une avancée dans la terre qui crée cette espèce de petite ria. Mais c'est particulièrement important à Sauzon, qui est situé au nord-est de l'île, où là, tout le port se poursuit par une longue ria qui est découverte à marée basse. Alors, ce qui est étonnant avec ces rias, c'est que la végétation qui s'y développe est très spécifique. On ne la trouve nulle part ailleurs, elle est foisonnante, elle est, j'allais dire, multicolore. Il y a une dimension quasiment exotique
dans la végétation belle-îloise. Oui, il y a toute une série de plantes tout à fait étonnantes qui vivent merveilleusement à Belle-Île. Et c'est vrai que c'est une dimension qui apporte comme ça des parfums, notamment au moment du printemps, qui sont absolument extraordinaires quand on fait des grandes balades sur les sentiers côtiers. Alors la Belle-Île a été au cœur de bien des histoires. On se rappelle le grand épisode de Belle-Île dans l'histoire de France, c'est la fortification à la demande de Monsieur Fouquet. Fouquet va être arrêté à Nantes sur ordre du roi Louis XIV. C'est d'ailleurs un certain D'Artagnan qui l'arrête. Et l'un des principaux chefs d'inculpation, parce qu'on parle toujours de ses détournements de fonds, de ses rapports un peu particuliers avec ce qui n'était pas encore les finances publiques, mais le principal chef d'inculpation, c'est qu'il a voulu faire fortifier Belle-Île, c'est-à-dire qu'il voulait créer en quelque sorte une sorte de bastide dans l'État. Il voulait se séparer de l'État. En réalité, il avait racheté l'île à la famille Gondy et je ne suis pas sûr qu'il y soit venu très souvent. Non, d'ailleurs, pas du tout. Je crois qu'il n'y est pas venu du tout. Oui. Mais il a construit le port, construit des bâtiments dans la ville de Palais, sécurisé en effet ce qui était une petite fortification à l'emplacement qui sera plus tard la citadelle créée par Vauban. Oui. En fait, on s'est servi de ça, c'est un prétexte. Disons les choses. C'est un prétexte. Oui. L'autre grand moment de l'histoire belle-îloise, c'est évidemment la belle époque où Madame Sarah a fait de la Pointe des Poulains, alors tout à fait là-haut, au bout de l'île, sa résidence, sa villégiature. Sarah Bernard est devenue l'égérie de Belle-Île. Oui, c'est devenu l'égérie de Belle-Île et puis c'était une personnalité très atypique à l'époque. Elle a découvert ce lieu en venant avec son ami le portraitiste Georges Clérin, qui l'a emmené sur le site de la Pointe des Poulains. Et là, battu par les vents, enfin, on en parlera peut-être tout à l'heure. C'est vraiment un lieu absolument majestueux et elle arrive sur ce site, il y a un fortin délaissé, un fortin militaire délaissé. Elle décide de l'acheter et en quelques heures, elle fait l'acquisition du fortin. Et puis, par la suite, elle va acquérir le terrain qui l'entoure, va y faire construire des maisons pour y accueillir ses amis. Enfin, c'est une histoire assez extraordinaire. Belle-Île est la plus grande des îles françaises, après la Corse, bien entendu. 20 km de long, 9 km de large, un petit univers à part entière, près de 80 km de côte, avec des sentiers côtiers parmi les plus réputés qui soient, bien entendu, toutes sortes de lieux pour se promener, et puis 4 communes dans lesquelles nous allons passer dans un instant, à pied ou à vélo, parce qu'on circule beaucoup à vélo quand on est à Belle-Île. Bancor, bien sûr, Le Palais, Locmaria et Sauzon. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, un titre tout trouvé puisque c'est une balade du côté de Belle-Île-en-Mer que vous propose Franck Ferrand et son invité Olivier Josse. Vous qui connaissez si bien Quiberon, Michel Pierre, quel regard portez-vous sur Belle-Île ? C'est l'horizon Belle-Île ? C'est l'île interdite ou au contraire celle où l'on a tendance à se rendre ? Quand on voit pas Belle-Île, c'est qu'il pleut, et quand on voit Belle-Île, voilà, c'est qu'il va pleuvoir. Donc ça, ce grand classique du genre sur le climat breton que je partage évidemment pas, m'amuse toujours. Non, j'aime bien. Pour moi, tout séjour à Belle-Île doit s'accompagner au moins de quelques sauts de puce à Watt et Dick, c'est-à-dire les deux îles qui prolongent en quelque sorte cet univers un peu plus loin et qui sont évidemment bien différentes de Belle-Île, mais qui complètent bien tout un ensemble insulaire assez fascinant de ce Morbihan du Sud. Alors je ne vais pas faire mes spéciales dédicaces, mais il y a un certain nombre de personnes que j'aurais aimé saluer à Belle-Île. D'une façon générale, on peut dire que les habitants de cette île constituent une sorte de communauté à part. Tout le monde se connaît, tout le monde est au courant de tout ce qui se passe. C'est assez étrange cette vie insulaire, Olivier Josse. Finalement, c'est un petit univers parce que l'hiver, il y a un peu plus de 5000 habitants qui vivent sur cette île. Donc effectivement, les gens se connaissent bien. Il y a d'ailleurs une forme de respect mutuel parce que cette sorte de promiscuité fait que les habitants respectent l'intimité de chacun et on ne parle pas des uns des autres. Je trouve que c'est... D'une façon générale, le tempérament belle-îlois est assez réservé, disons. C'est un tempérament réservé, c'est un tempérament aussi très accueillant. Moi, j'aime bien lorsqu'on fait la traversée depuis Quiberon, qu'on aperçoit Eudic sur le côté à gauche et qu'on entre dans le port de Palais. Il y a une tradition qui veut que les habitants qui accompagnent des personnes qui repartent ou qui veulent accueillir celles qui arrivent soient sur le port. Et j'aime retrouver comme ça des visages d'un certain nombre de personnes sur place.
Et ce sont toujours des visages très accueillants. Il y a une personne en particulier qui pour moi est quelqu'un de formidablement importante, Marie-Françoise Morvan, qui a été présidente de l'Office du tourisme de Belle-Île et qui est vraiment une personne qui a ce sens de l'accueil, qui aime ce lieu et qui me l'a fait aimer. Eh bien voilà, cet hommage est rendu. Alors entrons justement dans le port de Palais dont vous parlez. C'est la citadelle qui s'impose à nous. C'est la citadelle qu'on aperçoit sur la droite en entrant, et puis tout le port s'étend sur la gauche avec ses maisons colorées. C'est splendide. Alors il faut aller à la citadelle. Moi j'avais envie de proposer comme ça toute une série de petites visites aux auditeurs d'Europe 1, et il faut se rendre à la citadelle. Alors on monte, on traverse les remparts Vauban, et puis on atteint une première cour, et puis on atteint le pont-levis. Et là, on passe sous l'impressionnant porche de la citadelle. On aperçoit au fond de ce porche une grille avec un jardin, les bâtiments intérieurs de la citadelle, et sur la droite, vous avez un petit musée qui raconte très bien l'histoire de la citadelle et l'histoire de Belle-Île. Oui, il faut rendre hommage aux propriétaires de cet endroit qui l'ont littéralement sauvé. Ça a été un travail. Ça, je veux dire que je tenais absolument, effectivement, à saluer un couple, Monsieur et Madame André Larquetout, qui ont été propriétaires de ce lieu entre 1960 et 2005, avant qu'ils reviennent au groupe Hôtel Particulier. C'est ce couple a vraiment, avec passion, et c'était une forme de mécénat, je dois dire, et moi qui suis si sensible au mécénat, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important. Ça vous concerne à Versailles, le mécénat, évidemment. Ça nous concerne à Versailles, le mécénat, et je dis toujours que la première chose, lorsqu'on a un couple comme ça, extrêmement généreux, c'est de savoir les remercier, et je tenais à ce que cette émission soit une sorte d'hommage qui leur soit rendu. Très volontiers, tout à fait volontiers. Dans cette citadelle, sont exposés un certain nombre de vestiges, c'est comme un musée. Moi j'ai eu l'occasion et l'honneur de prononcer un certain nombre de conférences sous les charpentes extraordinaires du logis principal, qui sont tout à fait magnifiques. Juste en face de l'entrée, vous avez ce logis extraordinaire qui a été en effet restauré magnifiquement avec ses charpentes, et il faut parcourir la citadelle, aller sur la terrasse qui surplombe toute la ville de Palais pour l'apercevoir d'en haut. C'est une vue formidable. Il ne faut pas oublier d'aller faire un saut en direction de l'Échauguette. Vous savez, cette petite tourelle qui surplombe la ville, qui est située tout au bout de la terrasse. Magnifique. Il faut aller voir le pavillon des officiers, le logement de l'armurerie, les corps de garde, les bastions, les réduits. Il faut se plonger dans l'histoire de ce lieu. Et il ne faut pas oublier d'aller voir un endroit un peu particulier qui s'appelle la Poudrière, qui est un lieu circulaire dans lequel règne une acoustique toute particulière. Moi, je rêve d'y faire un concert avec un violoncelliste, par exemple. Vous voyez, les suites pour violoncelle de Bach, ça serait formidable là-bas. Vous parlez des panoramas, c'est vrai que l'un des intérêts de cette île, c'est qu'à peu près où qu'on aille, on tombe sur des vues inouïes. Il y a des gens qui ont la chance d'ailleurs d'habiter dans des lieux avec des vues imprenables, inouïes, en suspens sur la mer. Une mer qui souvent est moutonneuse, qui change en permanence, bien entendu, elle n'est jamais la même. Ces panoramas font partie intégrante de la vie à Belle-Île, et pour les saisir l'un après l'autre, le mieux c'est encore de marcher. C'est encore de marcher. Il y a, comme vous le disiez, 80 km de côte. Ça va, des sentiers côtiers partout. Et il y a particulièrement une balade qui est formidable à faire. C'est la balade qui vous mène depuis Palais jusqu'à Sauzon. Ça fait combien de, à peu près 3h30, un peu moins de 4 heures. Et là, vous vous promenez au travers des champs, vous longez l'eau, vous passez au-dessus d'une plage, vous traversez une petite anse et vous découvrez Belle-Île parce qu'elle a de plus beau, avec quelque chose de très particulier au printemps, c'est le parfum des ajoncs en fleurs qui est magnifique. On passe là à la plage de Castoul, très très jolie petite plage. C'est une jolie petite plage, et alors le matin, comme elle est ensoleillée, on peut s'y baigner, c'est délicieux. Ouais. Si vous prolongez, vous passez par la pointe de Taillefer, avec là une maison qui a l'air une sorte de vigie. Comme ça, au bout de c'est un ancien sémaphore qui a été transformé en maison. C'est un endroit absolument inouï, ça. Là, je dois dire que c'est extraordinaire parce que la vue, vous avez un panorama sur tout le continent. Vous voyez Quiberon, vous voyez l'Orient, vous voyez la presqu'île de Rhuys, vous voyez vraiment tout le continent. On aperçoit même Groix par beau temps. Si vous avez des jumelles et que vous êtes patient, et si surtout vous connaissez le sujet, vous pouvez aussi admirer les oiseaux
qui sont là en quantité incroyable. C'est un paradis pour les oiseaux, Belle-Île, bien entendu. Et puis le fortin de Port-Fouquet, et on va arriver à Sauzon, en fait. On arrive à Sauzon. Le fortin de Port-Fouquet est un des 15 fortins qui jalonnent les sentiers côtiers. Vous arrivez à Sauzon et là vous découvrez. Alors Sauzon, c'est la carte postale. C'est la carte postale. C'est la carte postale. Vous arrivez par la partie qui est à peine construite et vous apercevez, et vous devez contourner la ria que j'évoquais tout à l'heure, et vous apercevez ces maisons aux teintes pastel qui sont alignées le long du port. Et là, il faut, pour terminer la promenade, longer tout le port et rejoindre le phare, prendre un verre au phare, et puis prévoir de prendre un repas. Oui, c'est le moment de se restaurer, si vous voulez bien. On va voir quelle est la gastronomie belle-îloise dans un instant. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cap à l'ouest sur Europe 1. Nous nous baladons quelques minutes encore à Belle-Île-en-Mer avec Franck Ferrand et son invité Olivier Josse qui en parlent tous deux avec beaucoup de passion. Et surtout que là, nous sommes attablés maintenant. De quoi allons-nous faire notre repas, Olivier, à Belle-Île ? Puisque nous étions à Sauzon, moi je recommande 3 lieux à Sauzon. Le Café de la Cale, tenu par l'ami Bruno Loiseau qui accueille avec chaleur ses hôtes et qui propose des fruits de mer à gogo, c'est absolument délicieux. Et puis notamment les fameux pousse-pieds. Alors les fameux pousse-pieds qu'on trouve aussi sur le marché. Vous savez, c'est ces crustacés très charnus, longs, qui s'agrippent au rocher et qu'on ne trouve qu'à Belle-Île. Un autre lieu dans lequel on peut dîner de façon formidable, c'est le Rosavel, qui signifie la rose des vents. La rose des vents. Il faut dire qu'il y a un peu de vent à Belle-Île, quand même. Parfois. Oui, ça peut arriver. Et c'est un restaurant qui est situé en fait dans la rue qui longe l'église, à 50 mètres au-dessus de l'église. Et vous entrez dans une grande pièce, très joliment et anciennement meublée, avec une belle terrasse. La propriétaire des lieux est toujours très souriante et accueillante. Et puis il y a un autre lieu aussi à Sauzon, c'est bien évidemment la crêperie des Embruns, qui propose des crêpes délicieuses. En Bretagne, il faut aller manger des crêpes. Je pense que vous allez vous faire des amis. Voilà. À mon avis, vos prochains repas, on ne va même pas vous présenter l'addition, c'est formidable. Il ne faut pas oublier que Belle-Île n'est pas seulement un lieu de résidence pour les Parisiens, c'est aussi une vraie île, si je puis dire, avec notamment des exploitations agricoles. On y fait du fromage, notamment. Bien sûr, on y fait du fromage. On trouve tous ces produits sur le marché, notamment le marché de Palais. On trouve effectivement de l'agneau qu'on voit un peu partout dans les prés belle-îlois. Mais sur le marché, on trouve bien évidemment les fruits de mer, les araignées, les pousse-pieds, les bardelines, les langoustines qui font le quotidien du marché de Belle-Île. Avec la Belle-Îloise, la conserverie bien entendu, qui est connue dans la France entière. Il y a effectivement la Belle-Îloise qui en fait produit des conserves formidables. Vous avez également une biscuiterie artisanale qui s'appelle la Bien Nommée et qui propose des crèmes de caramel au beurre salé délicieuses. Enfin, vous avez là toute une série de produits du territoire qui sont formidables. Bon, alors malheureusement, il nous reste précisément 4 minutes, donc on va pas pouvoir continuer à pied. Nous voilà à vélo, si vous voulez bien. On va même être obligé de prendre un scooter très vite pour nous rendre donc quand même chez Sarah Bernard, dans ce fortin de la Pointe des Poulains. Il faut se rendre dans cet endroit parce que c'est un endroit qui est tout à fait spectaculaire. Ça me donne d'ailleurs l'occasion d'évoquer le fait qu'un certain nombre de photographes très amoureux de ces lieux ont souvent pense bravé. À Philippe Plisson, bien sûr. Hein. On pense à Philippe Plisson avec cette photo justement du phare des Poulains qui est extraordinaire par gros temps. Et ces photographes bravent les éléments pour essayer de prendre des moments très impressionnants, des photos très exceptionnelles. Et il y a quelques photographes à Belle-Île qui sont formidables. Et je pense à Arnaud de Wildenberg qui a fait l'année dernière, photographe de presse par ailleurs, qui était photographe de presse par ailleurs, qui a fait l'année dernière une exposition qui s'est appelée Quand la mer se met en colère et qui était extraordinaire. Qui a fait la toute première photo de votre serviteur, mais ça c'est une parenthèse que je referme très vite. Il y a bien évidemment Jacques de Givry qui a fait toute une série de volumes sur Versailles. Vous voyez, je ne peux jamais me détacher de Versailles. Oui. Et en même temps sur Belle-Île. Et puis vous avez un photographe qui a une galerie en plein cœur de la ville de Palais, qui est Philippe Uliac, et qui a une galerie qui s'appelle De Vagues en Bleu, très joli nom de galerie, et qui a pris une initiative que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'il a pris l'initiative de proposer aux habitants de se faire photographier les uns après les autres. C'est ainsi que les 5000 habitants sont en train d'être photographiés par Philippe Uliac.
Ah, mais ça, c'est une très bonne initiative. C'est quasiment ethnographique comme C'est quasiment aspect. ethnographique. Alors, il faudrait parler, on n'en aura pas le temps, il faudrait parler des activités culturelles, de la musique, des festivals qui ont lieu très régulièrement à Belle-Île. Vous parliez à propos des photos des phares. Il y a encore des phares à visiter, à voir Oui, il y a un phare formidable qui est situé à proximité immédiate d'un site exceptionnel qu'est les aiguilles de Port-Coton. C'est le phare qui est situé à Kerville-Aouen. Le grand phare, c'est un grand phare qui fait 52 mètres de haut et qu'on peut visiter. Il y a un petit musée au sol et puis après vous vous élevez en prenant cet escalier. Il faut pas avoir le vertige en haut, mais quand vous êtes en haut de ce phare, vous apercevez à la fois la magnifique campagne, les vallons, les prairies de Belle-Île. Vous apercevez bien évidemment la mer et vous apercevez ce qui est quelque chose d'assez extraordinaire, ces petites maisons blanchies à la chaux, groupées dans des petits hameaux, avec les contours de fenêtres colorés et les volets colorés. Ça, c'est le charme inégalable de Belle-Île. Alors on parlera pas de tous les côtés spa, Thalasso. Il y a une hôtellerie quand même importante, dont un hôtel très célèbre, le Castel Clara, qu'on peut citer bien sûr, qui est une sorte de palace estival. Et à 2 pas, une terrasse formidable qui est l'hôtel du Grand Large. Mais il y a aussi tous les petites, comment appelle-t-on ça, les chambres d'hôtes qui se sont beaucoup développées depuis une dizaine d'années à Belle-Île, dont certaines extraordinaires. On va pas citer trop d'adresses, mais enfin visiblement vous en avez. Voici, j'en ai d'excellentes. Il y a des chambres d'hôtes. Il y a des chambres d'hôtes dans un charmant petit village qui s'appelle Port-Alan et chambre d'hôtes d'Annick Polic. D'ailleurs, je vous ai apporté, parce qu'elle fait de très bonnes confitures, je vous ai apporté une petite confiture. Ben, merci beaucoup. Donc, c'est de la gastronomie belle-îloise en direct. Ah, c'est super, merci. Alors non seulement elle dessine aussi, mais voilà, c'est ça. L'étiquette est dessinée à la main. Ça, c'est quand même, c'est un peu comme le principe de Mouton Rothschild, mais c'est version confiture. C'est version confiture. Bon. Et il faudrait évoquer une chose vraiment. Mais ce sera la dernière. Alors choisissez-la bien. Formidable, c'est la musique qui est présente tout l'été à Belle-Île avec des festivals de tous côtés et qui apporte une ambiance, une magie extraordinaire. Et évidemment, le festival lyrique de Belle-Île-en-Mer est un des très très beaux exemples de ces festivals. Merci beaucoup, Olivier Josse, de nous avoir fait partager une passion pour le moins communicative pour cette belle île si bien nommée.